C'est le divertissement du samedi soir, le retour d'un show iconique des années 80, Saturday Night's Main Event. La WWE nous a vendu ça en grande pompe avec carrément 2 éditions en l'espace de quelques semaines, le tout sur NBC, qui est quand même une chaîne majeure aux États-Unis. À ce moment-là, vous savez pas ce que je vous dis? Qu'on en a vu suffisamment pour en faire un premier bilan. Et à moi, vous pouvez me croire, il est temps de sortir le fusil à tataner. Est-ce que c'est une réussite pour le moment? La réalité est-elle à la hauteur des grosses attentes qu'on pouvait avoir? La WWE nous aurait-elle pris pour des perdreaux et des galinettes en étant fidèle à son mantra marketing à gogo, substance zéro? Dans tous les cas, quels sont les choix forts à faire selon moi pour fédérer au maximum et ne pas faire fuir NBC? Prenez-vous une moto et roulez dans Vice City en mode années 80, on va en jaser ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le procès de Saturday Night's Main Event, c'est parti. Commençons d'abord par parler des attentes qu'on pouvait avoir avant que Saturday Night's Main Event commence, avant que cette nouvelle émission soit lancée donc en grande pompe par la WWE. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre, qu'est-ce qu'on pouvait espérer? Alors, les fidèles de la chaîne l'auront remarqué, personnellement, j'en attendais quand même beaucoup. Du moins, je voyais ça comme une vraie perspective, en tout cas quelque chose qui pouvait vraiment faire envie et être un vrai rendez-vous à ne pas manquer. Au final, vous verrez que voilà, c'est loin d'être la réalité. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Le fait est que quand donc on a appris qu'il y aurait ce Saturday Night's Main Event mi-décembre, donc quelques semaines après Survivor Series War Games, et à mi-chemin, on va dire, sur la route vers le premier Raw sur Netflix, puis évidemment le Royal Rumble qui était pas si loin que ça, je me disais personnellement, n'est-ce pas le lieu ou le contexte idéal pour faire par exemple un match avec Roman Reigns important? Surtout que je vous rappelle que c'était quand même diffusé sur NBC, et que c'est donc un nouveau partenariat qui se met en place avec la WWE, et que la WWE avait tout intérêt, tout comme d'ailleurs elle l'a fait pour le premier Raw sur Netflix, de faire les choses en grand, de faire venir des mégastars, et surtout, à défaut de faire venir toutes les mégastars, d'au moins organiser des grosses affiches, des choses qui te donnent envie d'aller regarder le show, et surtout qui donnent envie à tous ceux qui vont découvrir, découvrir ou redécouvrir plutôt les shows de la WWE à travers cette expérience, puisque n'oublions pas que qui dit nouveau diffuseur, nouveau programme, dit forcément des personnes qui vont être curieuses et qui vont aller regarder pour la première fois. Donc qui dit tout ça, dit il faut se donner en gros les moyens de faire revenir les gens, de leur donner envie d'aller jeter un œil au show hebdomadaire, d'être au rendez-vous pour la Road to WrestleMania qui s'en vient. Enfin bref, toutes les raisons étaient là, en tout cas quand tu penses d'un point de vue ambitieux, que tu penses à, on va dire, à tes shows chaque semaine et que tu as envie qu'ils fassent des bonnes audiences, que tu as envie qu'ils accrochent un maximum de personnes, tu te dis, Saturday Night's Main Event sur NBC en plus, c'est l'occasion idéale, on fait les choses en grand. Alors moi, par exemple, je m'étais dit, c'est pas impossible. Alors, après, on nous a annoncé du coup que Roman contre Solo Sikoa serait sur le premier Raw sur Netflix. Mais à une époque, je me demandais si ça allait pas avoir lieu plutôt à Saturday Night's Main Event. Et quand on a appris donc que ce serait Roman Solo, personnellement, je vous avoue que je m'attendais peut-être à un match, je me disais, Roman Reigns quand même, NBC, première fois Saturday Night's Main Event là, c'est quand même un événement, Roman, il va y être quand même. Et je me disais, ne serait-ce pas l'environnement parfait pour faire un Roman Reigns contre Jacob Fatu par exemple, du moins une étape intermédiaire en attendant Solo Sikoa, ou alors faire un événement. On aurait pu avoir par exemple une confrontation, alors seulement une confrontation, pas un match, évidemment, entre The Rock et Roman Reigns, alors c'est sûr que c'était peut-être beaucoup trop espéré ça. Bon, à défaut de ça, et si ça avait été le moment idéal pour faire Roman Reigns contre Cody Rhodes 3 par exemple? Moi, c'est sûr que je me dis, avec le recul, que ça paraît complètement démesuré pour ce que la WWE comptait réellement en faire. Mais en soi, faire par exemple une grosse affiche pour la première, donc NBC Saturday Night's Main Event, c'était une bonne idée, je trouve. En tout cas, c'est quelque chose qui aurait eu du sens. Et à défaut de ça, quelle est donc la réalité du terrain? Même si j'aimerais quand même rappeler aussi que, évidemment,
J'appréciais le côté rétro, le côté on fait un show avec la vibe des années 80 que j'adore personnellement. Et je me disais donc, on va avoir peut-être, donc, et ça, effectivement, on l'a eu, la musique, l'identité, la production globale années 80. Alors sur ça, je salue la WWE qui a quand même donné une vibe rétro à l'ancienne, donc ça c'est cool. Un show de nostalgie. Et d'ailleurs, je trouvais ça aussi cool, et on verra ce que l'avenir nous réserve si ça deviendra effectivement un rendez-vous de fin d'année. Mais je trouvais ça cool en gros qu'il y ait un show, alors c'est pas vraiment un PLE, mais en tout cas un show important entre Survivor Series et le Royal Rumble, sinon ça fait une grande période très vide, c'est quelque chose que j'avais pas du tout aimé les années précédentes. Alors je me disais, si ce Saturday Night's Main Event peut être un nouveau rendez-vous pour les fêtes de fin d'année, avec un côté nostalgie, good vibes années 80, j'en suis le plus heureux, vraiment c'est une excellente idée sur le papier. Et bref, en tout cas, vous l'aurez compris, j'avais beaucoup d'excitation. Mais là, j'ai envie de vous dire, cataclope, le cheval de la réalité est venu me donner un gros coup de sabot. Pourquoi ? Parce que, écoutez bien, la carte du premier Saturday Night's Main Event. Et après, bon, évidemment, je ne juge pas ceux qui étaient hypés et qui étaient tout heureux, qui salivaient d'avance face à cette carte. Mais reconnaissons quand même qu'il y a un petit décalage entre attendre un Roman contre Cody 3, un Roman contre Jacob Fatu, voire même une présence de The Rock. Et je vous avoue que je m'attendais aussi, vu que c'était quand même le show de Hulk Hogan à l'époque, en tout cas qu'il était vraiment l'une des plus grandes stars, que Hulk Hogan y serait, qu'il y aurait peut-être moyen d'inclure Hulk Hogan dans un segment important, et non pas pour vendre sa bière. Petit clin d'œil au premier rôle sur Netflix. Et oui, c'est quand même bien plus intéressant de se servir d'une star dans un but créatif plutôt que purement promotionnel. Ça évite peut-être de se faire huer, parce que oui, moi je pense que c'est pour ça qu'il s'est fait huer surtout. Venir juste pour vendre ta bière sans rien raconter, ça sert à rien. Et là justement, Hulk Hogan par exemple, est-ce que ça aurait pas été sympa d'avoir un moment ou d'avoir... Bon, pas un match, parce que je pense plus qu'il soit... Je pense qu'il est plus vraiment en état de le faire, le Hulkster. Mais il aurait peut-être pu avoir une implication autour de Cody Rhodes par exemple, surtout que je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble, Cody Rhodes et Hulk Hogan, dans le côté héros américain. On peut dire qu'il est un peu le successeur, il est un peu le Hulk Hogan des temps modernes, Cody Rhodes. D'une certaine manière, oui, hein, le champion babyface qui porte la compagnie sur ses épaules, il y a des ressemblances. Hein. Enfin bref, donc vous remarquez que je m'attendais à plein de choses intéressantes, potentiellement importantes, et voilà ce qu'on a eu. Drew McIntyre contre Sami Zayn. Alors, en soi, j'ai rien contre eux évidemment, hein, mais je me dis, c'est une affiche, c'est digne d'Euro ça, c'est pas digne d'un PLE, c'est pas digne d'un show important. Et ensuite, donc, à la limite, ça encore, c'est pas le plus grave. Ensuite, on avait Liv Morgan contre Io Sky pour le titre féminin. Alors là, encore une fois, je me dis ça, typiquement une affiche où ceux qui sont déjà familiarisés avec le produit, qui regardent déjà le catch, qui aiment bien la division féminine, qui connaissent Liv Morgan, qui a du talent, hein, qui est excellente, je l'ai déjà dit, en tant que petite fouine Hill, très bien dans son rôle, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui découvre complètement. Mettez-vous à la place d'un nouveau téléspectateur qui tombe sur Liv Morgan contre Io Sky pour le titre féminin. Il s'en bat complètement les roubibi, excusez-moi, mais c'est vrai. Pareil pour l'affiche Gunther contre Finn Balor contre Damien Priest. Encore une fois, alors à la limite, je me mets à la place peut-être de quelqu'un qui a jamais vu. Il pourrait voir Gunther et se dire « Ah, tiens, sacrée prestance ce type, c'est le champion. Allez, c'est un match qui a l'air important, je vais le regarder. » Mais par exemple, ceux qui avaient déjà quand même suivi, ne serait-ce qu'un peu le produit les mois d'avant, savaient que c'est une affiche, désolé, mais c'est random au possible. Hein. On a déjà eu, et j'ai envie de vous dire, c'est presque comme si la WWE cherchait à faire toutes les combinaisons possibles entre Gunther, Balor et Priest, j'ai l'impression. Donc en soi, ce match n'avait rien de spécial sur le papier. Hein. Et en tout cas, en soi, je me dis, c'est une affiche qui peut très bien être dans les affiches peut-être intermédiaires d'un gros show, sans problème. Ou alors être le main event d'un Raw, sans problème. Mais être une des affiches porteuses du premier Saturday Night's Main Event sur NBC, en tout cas, le show événement pour NBC, qui est censé, je le rappelle, attirer des nouveaux téléspectateurs. Parce qu'on dirait pas que la WWE a cette ambition, mais normalement, quand tu lances
une émission sur une nouvelle chaîne, t'as envie que des gens regardent, t'as envie que de nouvelles personnes s'intéressent à ce que tu fais. Donc le but, c'est de leur donner envie de revenir. Donc dans cette optique-là, avec cette ambition-là, Gunther, Baylor Priest ne coche pas la case. Pas pour moi en tout cas. Et ensuite, par exemple, moi, je vous le dis, je trouve que Chelsea Green, elle est géniale. Elle est super en tant que personnage divertissant. J'en avais parlé d'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous en avez envie. Si vous avez envie de connaître mon avis sur toute la division féminine et la manière parfois intéressante, parfois lamentable dont la WWE se sert d'elle, je vous donne donc rendez-vous sur la chaîne pour aller voir ces vidéos-là, il y en a même 2 dessus. Et pour ceux qui l'ont vu, vous vous souviendrez peut-être que j'avais dit que Chelsea Green mérite bien plus, qu'elle est divertissante, qu'elle a tout compris au divertissement, qu'elle veut être une personne, en gros, un personnage intéressant, drôle, et j'étais tout heureux pour elle qu'elle soit la première championne des États-Unis de tous les temps. Mais en soi, si on fait abstraction du fait que c'est Chelsea Green et qu'elle est cool, qu'elle le mérite, que c'est sympa pour elle et qu'elle écrit l'histoire, donc tant mieux pour sa carrière, si t'enlèves tout ça, quel intérêt, franchement, de couronner la première championne des États-Unis de tous les temps? Ça fait une ceinture de plus, encore des ceintures, encore des divisions, encore des matchs, tout ça. De toute façon, si t'es pas une andouille, tu comprends vite que ça, le but de cette ceinture-là, c'était uniquement de justifier des matchs dans les 3 heures à venir. Alors là, c'est la même histoire d'ailleurs pour la première championne intercontinentale féminine. Tout ça, c'est pour remplir des créneaux dans les 6 heures quasiment de shows hebdomadaires qu'ils ont eu, en gros, qui se sont mis à avoir à partir de là, puisque je vous le rappelle, il était donc question, en tout cas à ce moment-là, après apparemment c'est quelque chose d'évolutif. Peut-être que Triple H et ses potes ont peut-être compris que 3 heures c'est beaucoup trop long et que, voilà, à part pour faire des espaces publicitaires, c'est nul. Bref. En tout cas, je parle purement d'un point de vue expérience, à moins que tu réussisses à captiver de manière incroyable pendant 3 heures. Mais ça demande un certain talent. Enfin bref. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on comprend très bien que toutes ces ceintures, c'est pour justifier des matchs, pour remplir le temps, parce qu'il y a beaucoup de temps à remplir. Mais en soi, est-ce que c'est digne d'un show événement censé intéresser plein de personnes qui peut-être n'ont plus regardé le catch depuis des années? Non, honnêtement non. Pareil pour le main event. Moi, je vous le dis, j'avais un grand espoir, où je me disais, ça peut peut-être sauver ce show. Parce que, vous l'aurez compris, pas de Roman Reigns sur la carte, pas de Bloodline sur la carte, pas de The Rock, évidemment, et donc évidemment pas non plus de John Cena, pas non plus de Hulk Hogan, pas non plus de Randy Orton, pas non plus de CM Punk, enfin bref, en gros le casting 5 étoiles c'était pas pour ce soir-là, on l'a bien compris, mais on pouvait espérer légitimement qu'il y aurait, pour compenser, un gros choc dans le main event. Moi, je vous le dis, je m'attendais sincèrement à ce que Kevin Owens batte Cody Rhodes. Alors, c'est sûr que ça peut paraître fou. Tu te dis, aujourd'hui, à la WWE, ils sont dans une culture où les shows, enfin, en tout cas, c'est dans les shows importants qu'on perd, en général, les ceintures comme ça, en tout cas, la plus importante. Mais cette culture-là, c'est surtout venu avec Roman Reigns, parce que, à la base, tout pouvait arriver à la WWE, un changement de titre pouvait arriver n'importe quand. Et je me disais, au lieu de s'éterniser dans un règne, Cody Rhodes, alors, j'en ai parlé encore très récemment, Cody Rhodes a plein de qualités, et en soi, la storyline contre Kevin Owens, je la trouve super, elle est intéressante, c'est la plus intéressante de son règne. Et je me disais, là, t'as l'occasion de créer vraiment un moment choquant, tu te dis, nom d'un chien, le titre peut changer de main, le plus important en plus, à Saturday Night's Main Event. Ça veut dire qu'ils le prennent au sérieux. Ça veut dire que ce show-là, faudra pas que je loupe la prochaine fois. Vous comprenez un peu la mentalité que j'aurais aimé que la WWE ait, qui se disent on va faire quelque chose de très fort pour donner envie de revenir et pour montrer que le divertissement du samedi soir, c'est à ne pas rater. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Cody. Alors certes, de manière litigieuse, certes, on connaît la WWE, du booking, du lâche, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Tout le monde est protégé, on crée
du litige pour que tout le monde soit en gros, enfin, Kevin Owens plutôt, ne soit pas complètement enterré et qu'il ait des motifs de contestation. Mais quoi qu'il en soit, Cody Owens gagne, conserve sa ceinture. Et le pire dans tout ça, c'est que après le show, quand donc ce n'était plus sur NBC, Kevin Owens a complètement massacré Cody Rhodes. L'a vraiment tatané. Donc je me dis, bon, c'est sûr que ça n'aurait pas valu l'impact d'un Kevin Owens qui bat Cody Rhodes pour le titre. Mais inclure ce moment dans la diffusion sur NBC aurait été plus intelligent. Ça aurait créé un cliffhanger. Moi j'adore les cliffhangers. Qui n'aime pas les cliffhangers, sérieux? Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les cliffhangers. Moi je vous le dis, un cliffhanger, c'est la base pour être captivé pour une histoire. Quand vous regardez des séries, quand on regarde tous des séries, enfin en tout cas ceux qui sont dans le délire série, mais même de manière générale, pareil pour tout divertissement, même dans des jeux vidéo, t'as envie d'avoir quelque chose qui t'accroche et qui te donne envie de revenir. En l'occurrence, c'est comme la fin d'une série, t'as peut-être une révélation, un coup de tonnerre à la toute fin, qui te dit, nom d'un chien, je dois voir le prochain épisode tout de suite. Là, c'était quoi la dernière image, le dernier moment, qui est donc la pensée finale d'un téléspectateur lambda face à Saturday Night's Main Event, c'est « Ah ok, ah ben Cody Rhodes a gagné. Allez, ça va. Je reviendrai pas. » C'est vrai, franchement. Comment il pourrait se dire autre chose que ça? C'est pas Jesse Ventura au commentaire ou une ceinture rétro qui, en réalité, ne plaît qu'aux fans de catch, qui connaissent déjà. Franchement, quelqu'un qui est loin du catch pendant des années, par exemple. Mais qu'est-ce qui s'en fiche de voir une ceinture rétro? Ça, c'est typiquement le genre de truc où la WWE, là, en l'occurrence, fait plaisir aux fans rétro, par exemple. Enfin, fans rétro. Aux fans de l'époque rétro, je devrais dire plutôt. Et fait, en gros, un petit délire, un petit kiff pour ceux qui aiment bien cette ceinture-là, qui la trouvent cool, qui la connaissent. Si tu la connais pas, tu t'en fiches complètement. Donc voilà, vous l'aurez compris, une fin random, pas de bloodline, et des matchs, mais pas de cliffhanger. Est-ce que la deuxième édition de Saturday Night's Main Event avait quelques corrections au niveau de sa carte, en tenant compte de la pauvreté et du désintérêt total qu'on pouvait ressentir après la première édition? Je vous laisse juger, je vous dis la carte. En gros, enfin en tout cas, en très peu de temps avant le show, avant cette deuxième édition, voilà ce qu'on nous annonçait. Alors évidemment, il y a toujours la carte, et après la réalité. Certains, par exemple, quand je vois qu'on nous prévoit une signature de contrat entre Cody Rhodes et Kevin Owens pour le Royal Rumble, leur match au Rumble qui est pourtant déjà officialisé, donc tu te demandes mais quel est le sens dans tout ça, c'est du pur remplissage. Tu te dis, oui, ça se trouve, tu le vois comme ça, mais ça se trouve, ça pourrait être un segment génial aussi. Ça se trouve, ils y prévoient quelque chose de spécial, pourquoi pas un Randy Orton, qui sait, pour rendre le moment quand même intéressant. Donc c'est sûr, bon, il ne faut pas juger tout de suite, ça se trouve, ça pourrait être quand même quelque chose de bien. Mais moi, c'est plus sur la suite où je me dis, mais ça, c'est pas du niveau d'un show qui est censé attirer des nouvelles personnes. Tenez-vous bien, Gunther contre Jey Uso pour le titre poids lourd. Alors en soi, j'ai déjà dit que Jey Uso, je l'aime bien, que je suis intéressé par sa quête de devenir pour de bon main event Jey Uso en gagnant un titre important. Alors il a déjà gagné le titre intercontinental, mais ça ne vaut pas le titre poids lourd. Donc en soi, bon, c'est pas non plus, je trouve, une affiche extraordinaire, on l'a déjà vu. Mais je me dis, bon, Jey Uso, il est très populaire, pourquoi pas créer la surprise et créer ce moment marquant pour lui à Saturday Night's Main Event, la victoire de son premier vrai titre important, en tout cas, championnat du monde quand même, c'est autre chose que le titre intercontinental. Donc là, à la limite, je me dis, ça peut être bien, Enfin, en tout cas, il peut y avoir de l'intérêt. Par exemple, devant ça, je pourrais regarder en me disant, Jey Uso, bon, faudrait que je me force un peu, parce que la WWE sait pas trop raconter ce genre de choses de nos jours, mais moi-même, je pourrais me dire, Jey Uso, nom d'un chien, et ça fait des années qu'il est dans l'ombre de Roman Reigns et de la Bloodline, il a tenté de s'affirmer par lui-même, il a déjà réussi à gagner le titre intercontinental, mais
il attend d'avoir la vraie grande étape pour lui, pour passer en gros au niveau suivant. C'est l'occasion. En plus, qui sait ? On n'est pas si loin du Rumble, pas si loin de WrestleMania. Ça se trouve, Jey Uso, lui qui est quand même si populaire, qui a même fait une entrée avec Travis Scott au premier Raw sur Netflix, ça se trouve, il y a des gros projets pour lui, et Jey Uso pourrait arriver en tant que champion à WrestleMania. Hein. Ou alors, il pourrait le perdre, puis le regagner, il pourrait le gagner, puis le reperdre en très peu de temps au Rumble, par exemple, qui sait. Donc, à la limite, ça, il y a de l'intérêt. Mais la suite, Rhea Ripley défend sa ceinture contre Nia Jax. Alors là, je répondrai à cette proposition en disant, déjà, combien de fois ? Enfin bref, vous avez compris. Ensuite, là, on a un Bron Breakker contre Sheamus pour le titre intercontinental. Est-ce que ça, franchement, là, typiquement, une affiche où je me dis, à la limite, au mieux, ça peut être un match peut-être explosif, un match peut-être intense, une vraie confrontation de force entre deux gars quand même solides et costauds, ok, mais franchement, le dénouement, l'intérêt, l'excitation, on est près de zéro quand même là, hein, selon moi. À moins, évidemment, voilà, si t'es fan de ouf de l'un des deux, oui, ça peut avoir de l'intérêt, mais moi, ma perspective, c'est vraiment celle de quelqu'un qui découvre totalement et qui va juger sur ce show s'il va regarder, par exemple, Raw sur Netflix, ou alors s'il va décider de suivre à fond le produit WWE. Et enfin, d'ailleurs, vous noterez, en soi, hein, en tout cas, ça fait donc très très peu de temps avant le show, ça fait que 1, 2, 3, 4 matchs annoncés en tout cas, et un segment, c'est quand même maigrichon, hein. C'est quand même pas folichon. Et enfin, donc le dernier, c'est Braun Strowman. Alors lui, Braun Strowman, ça d'ailleurs, j'en parlerai à l'occasion, je comprends pas la carrière de ce type, et surtout la manière dont on s'est servi de lui au fil du temps. Ça avait commencé très fort, et aujourd'hui, Braun Strowman, janvier 2025, encore une fois, je me dis, quel intérêt, contre Jacob Fatu. Pourtant, Jacob Fatu, en soi, je me dis, ça pourrait être vendu comme un événement énorme. Un match comme ça, marquant pour lui contre une force de la nature. Mais bon, encore une fois, c'est un peu une affiche qui sort de nulle part, je trouve. Mais bon, le bilan de tout ça, c'est que j'aimerais vraiment que la WWE me cloue le bec, que le show soit génial, ça se trouve, il le sera. Ça se trouve, il y a quand même une ou deux surprises. D'ailleurs, vous remarquerez que finalement, les seuls espoirs pour qu'un show soit vraiment bien et intéressant, c'est toujours la possibilité d'une surprise. C'est jamais vraiment la carte en elle-même, j'ai l'impression. Mais bon, espérons en tout cas que la WWE comprenne enfin, bon sang, c'est pas compliqué, qu'il y a des gens qui ont jamais vu leur show, qui découvrent totalement et qui ont besoin de gros noms. Et là, en l'occurrence, à part Cody, je veux pas critiquer la storyline Cody Owens parce que je la trouve bien. Et je trouve que les deux sont bons dans l'histoire. Donc je me dis, ok, là je me dis, à la limite, Jey Uso, Gunther, même Rhea Ripley, j'ai pu voir sur le web qui commence déjà à diviser parce que les gens n'apprécient plus vraiment son booking, par exemple. Bron Breakker, gros potentiel, mais certainement pas un gros nom qui va captiver des gens qui découvrent totalement. Et surtout, au-delà de ça, j'espère que la WWE comprendra enfin, nom d'un chien, qu'il faut des angles, des cliffhangers, des histoires. Là, c'est que des matchs, c'est des matchs. Alors, il y a quand même la quête de Jey Uso pour son premier gros titre sérieux. Il y a Cody qui est mis en danger par quelqu'un qui critique son côté politicien, son côté fake, qui est intéressant. D'avoir collaboré avec Roman Reigns, par exemple. Ok. Mais, c'est en tout cas, si tu compares à d'autres époques, et que c'est simple, tu prends la richesse des histoires qu'il y avait à une certaine époque, et que tu compares à la richesse, ou plutôt la pauvreté de celle-ci, tu comprends vite que la WWE ne prend pas vraiment au sérieux Saturday Night's Main Event, mais j'espère que ça changera. En tout cas, dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous trouvez que je fais fausse route, qu'en réalité, c'est
typiquement à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de ces shows. Si vous trouvez que Saturday Night's Main Event est un divertissement de qualité qui vous donne envie et que vous avez hâte d'en voir d'autres éditions, dites-le moi et évidemment, j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, vos likes, la vie que vous apportez à la chaîne, c'est toujours génial, ça m'aide beaucoup. Et puis surtout, là, je suis vraiment très curieux de ce que vous en pensez. En tout cas, je vous donne aussi rendez-vous le 20 février pour une vidéo sur la chaîne qui devrait vous plaire, je pense, un documentaire sur le Plane Ride from Hell. Alors, pour ceux qui connaissent pas, figurez-vous que c'est un vol qui avait lieu au-dessus de l'océan Atlantique, un avion rempli de catcheurs et notamment des gros noms, des très gros noms, qui étaient mais complètement fracassés, à base d'alcool, à base de drogue, etc. Et donc ils étaient dans un vol pendant des heures et des heures et des heures, et c'est un condensé de scandales, d'événements choquants qu'il y a eu, qui ont eu de grosses répercussions, il y a eu des licenciements après, et donc, franchement, je pense que vous pourriez vraiment être fasciné par cet événement-là, et donc, je vous donne rendez-vous le 20 février pour découvrir ou redécouvrir, parce que croyez-moi, il y a beaucoup plus d'anecdotes qu'on ne le pense sur ce Plane Ride from Hell, donc ce fameux incident qui a marqué l'histoire de la WWE. Sinon, espérons, après avoir constaté tout ça, nom d'un chien, espérons que Saturday Night's Main Event finisse par être amélioré et soit à la hauteur de tout ce qu'on pouvait attendre. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold